Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques messieurs parmi vous. Donc aujourd'hui, je suis devant vous a priori pour vous parler cash, enfin pour vous parler de cash. Et pourquoi je dis a priori? Parce que je ne crois pas... en fait, on m'a inscrite à ce talk, à mon insu, ou presque. Donc on va faire comme on peut. Hein. Et du coup, d'abord, l'entreprise grâce à laquelle je suis là aujourd'hui, Hippon Technologies. Donc Hippon, c'est un cabinet de conseil à taille humaine. Et je le présenterai sous 3 pôles. Donc d'abord, le pôle tech, parce qu'on a une expertise dans plusieurs domaines comme la data, le mobile ou encore les technologies full stack, l'agilité, etc. L'ambiance, une ambiance hyper bienveillante, enfin, souvent en tout cas. Et enfin, les valeurs du sport, puisque Hippon, vous l'aurez reconnu, pour ceux qui font un petit peu de judo, qui s'y intéressent, donc avec l'entraide, la résilience et le partage. Donc, maintenant, je vais vous présenter la personne grâce à qui ou à cause de qui je suis ici aujourd'hui. Ça me semblait logique. Donc, elle s'appelle Morgane, elle est tech lead React Native. Alors, on a coutume de dire qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit sa techno. Morgane n'a pas compris ça. Mais bon, elle aime faire l'équitation, de l'escalade, le chocolat, et elle aime surtout les petits chats. Elle le dit vraiment comme ça. Enfin. Quant à moi, donc Thessalène, alors c'est marqué MQ, normalement c'était un petit drapeau de la Martinique, c'est pas grave. Donc je suis martiniquaise et ça s'entendra peut-être. Donc je suis tech lead Flutter, j'aime beaucoup les acras de morue et faire du badminton pendant mon temps libre. Et j'ai une appétence ou une obsession, ça dépend des collègues à qui vous demandez, pour la gestion des finances personnelles. Mais où Tess, là, et je peux parler d'argent pendant des salut, heures. Tess. Ah, salut Morgane. Tu tombes bien, j'avais des questions pour toi. Tu feras gaffe, je suis en conf là. Tu sais, c'est laquelle tu m'as inscrite. Pardon, bon, bah, je vous l'emprunte quelques secondes. Ouais. Enfin, ou minutes, ça va dépendre. Oui, dis-moi. Ouais, tu sais, je travaille sur une appli mobile en ce moment et Ouais. Julien il m'a dit oui, bon, bah, l'appli mobile elle marche bien et tout, mais on aimerait bien optimiser les performances, pourquoi tu ferais pas du cash? Et donc, bah, je sais que tu aimes bien parler de ça. Ouais. Sauf que moi, à part aller dans un casino, perso, je vois pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà, je voulais savoir si tu pouvais m'aider. Alors, quand on parle de cash, on ne parle pas d'argent, de bifton, de moulade. Ah bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tu sais quoi, si toi, tu me poses la question, vous, quand on vous parle de cash, vous pensez à quoi, typiquement? Oui? Ah? Ok. Qui se cache? Ok. Oui. Pourquoi pas? Autre chose? Vous pensez... Ça fonctionne sur mon ordi. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas sur le vôtre, ok? Ouais. D'accord. Non, mais en fait, du coup, je vois que je suis un peu la seule à penser que c'est de l'argent. Je veux bien des explications. Donc, tu sais quoi? Je te propose de démystifier un petit peu tout ça avec une définition. Un petit peu donc très simple. Donc, dis-toi que le cache, c'est comme un petit espace temporaire dans lequel tu vas stocker ta donnée pour pouvoir la récupérer beaucoup plus facilement par la suite. Exemple. Imagine, tu vas à la bibliothèque plutôt souvent pour un livre spécifique. Donc à chaque fois que tu y vas, tu dois demander à la bibliothécaire et en fonction de sa disponibilité et de son envie, elle prendra plus ou moins de temps pour te redonner le livre que tu as demandé, typiquement. Et là, maintenant, imaginons qu'on mette en place du cash. En fait, ça se verrait plutôt comme une petite étagère spéciale à ton nom, sur laquelle la bibliothécaire mettrait ton fameux livre. Comme ça, à chaque fois que tu viendrais à la bibliothèque, tu n'aurais qu'à récupérer sur cette petite étagère ton petit livre et pas d'attente. Ok, donc si moi je retranscris un peu avec mon appli mobile, j'ai pas des livres, mais j'ai des ressources sur mon application, genre des images au hasard. Et donc mon étagère spéciale, ce serait pas une étagère, mais juste mon cache où j'ai stocké mes petites données. Et donc quand je voudrais y accéder, j'aurais pas de latence puisque c'est directement stocké dans mon cache. C'est exactement ça. Mais le truc, c'est que, tu vois, je t'ai dit app mobile, tout ça, j'ai quand même des petites contraintes, notamment au niveau du stockage, justement, parce que je suis limitée, du réseau. Il y a aussi tout ce qui concerne le téléphone, les limitations en fait, de l'appareil. J'ai évidemment la dépendance à ma donnée, donc à mon back-end que je consomme. Oui. Est-ce que tu penses que le cache peut
peut bien s'articuler avec toutes ces contraintes-là? Ben, ça tombe bien parce qu'avec le cache vient plusieurs avantages. On gagne pas mal en performance, en expérience utilisateur qui est beaucoup plus fluide puisque nos utilisateurs détestent attendre. On économise en bande passante si on fait un peu moins de requêtes. Du coup, on peut optimiser certains coûts. Typiquement, certaines fois, tu vas faire appel à des API tierces qui coûtent un bras certaines fois en fonction du nombre d'appels que vous faites. Et tu peux même préserver la batterie. Donc tout ça, en fait, peut même s'intégrer dans une démarche Green IT. Mais outre ça, on l'utilise aussi beaucoup pour le fameux mode hors ligne qu'on nous demande souvent en tant que développeuse mobile ou développeur mobile. Et du coup, typiquement, tu peux l'utiliser pour ça. Donc il y a pas mal d'avantages in fine. Ok. C'est plus clair. Mais j'ai encore des questions. Je vous la retiens encore un peu, désolée. Notamment, tu me dis, tu peux stocker des données, mais quelles données vraiment ? Moi, tout à l'heure, dans l'exemple, j'ai parlé d'images, mais en fait, est-ce que c'est des données spécifiques, n'importe quelle donnée, enfin, qu'on s'en fiche. Aussi, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il faut que je le mette en place. Est-ce que ça doit être systématique ? Est-ce qu'il y a des moments opportuns pour le faire ? Et alors là, je m'en remets complètement à toi, mais c'est surtout comment le mettre en place. J'en ai aucune idée. Ouais. En vrai, tes questions sont plutôt pertinentes et légitimes. D'abord, commençons au quoi ? Quelles données on va stocker ? En général, on pense aux résultats d'appel API que l'on fait fréquemment. Donc ça peut être, par exemple, une liste d'utilisateurs renvoyée par mon API ou encore une liste de news si j'affiche les news, les actualités du jour, etc. Ça peut être aussi des médias, donc des images, des vidéos, des audios, mais aussi des données utilisateurs. Par exemple, mon utilisateur peut customiser à foison son application en mettant un thème rose s'il le souhaite, pourquoi pas. Et là, je vais vouloir stocker cette donnée, par exemple, ou les données que je souhaite afficher en mode hors ligne. Et tu peux même stocker des données de localisation. Donc ça dépend vraiment de ton usage. Okay. Quant au quand, là, ça va, comme on l'a dit, être souvent des données auxquelles on va accéder plutôt fréquemment. Typiquement, je vais accéder à une donnée une fois l'an, ce n'est pas forcément pertinent. Par contre, j'y accède plusieurs fois par jour, là, on peut commencer à discuter de cache. On peut également y penser quand nos utilisateurs ont une bande passante limitée, ou si les coûts associés sont plutôt élevés, ou encore juste pour un mode hors ligne. Ouais. Okay. Et le comment, on pourra voir ça un petit peu plus en détail, mais typiquement, quand on parle de cache, on pense directement au stockage local, pour accéder aux données pertinentes. Mais il faut aussi songer à la récupération de ces données. Si je les stocke de manière pertinente, mais que je les récupère à tout bout de champ, on perd tous les avantages. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de mesurer pour savoir si tu as fait les bons choix. Ok. C'est un petit peu plus clair ? Ouais, ça me paraît un peu plus clair. Ouais. Rentrons un petit peu plus en profondeur. Alors, sans mauvais jeu de mots, derrière le concept de cache se cachent en fait deux concepts, le caching et le cache management. Typiquement, le caching, c'est pour la mise en cache. Alors, on va plutôt répondre aux questions du où je stocke ma donnée et quelles données je stocke. Quant au cache management, c'est plutôt pour comment je vais gérer ce cache, in fine. Donc, on va plutôt répondre à la question du comment. Prenons des exemples, c'est beaucoup plus clair. Pour le caching, si on revient sur notre exemple de bibliothécaire, la mise en cache, imaginons donc je lui demande le livre à cette bibliothécaire, elle va vérifier que le livre est sur ma fameuse étagère spéciale. Sinon, si le livre n'y est pas, elle va aller rechercher dans les rayons de la bibliothèque, puis elle va le placer dans mon étagère spéciale pour de futures demandes. Donc, mon cache, c'est mon étagère spéciale, ma source de vérité, les rayons de la bibliothèque. Si je devais résumer le caching en une phrase, ce serait quand la bibliothécaire entrepose les livres à portée de main. Quant au cache management, là, pour la gestion du cache, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on en fait. Une fois qu'on a les livres sur cette étagère spéciale, il faut faire un choix. Parce qu'elle est toute petite, en fait, cette étagère. Elle ne prend pas 10 000 livres. Elle n'a pas la même contenance que toute la bibliothèque. Donc, il faut faire des choix. Quel livre je remplace, quel livre je garde, etc. Donc, en une phrase, c'est comment elle gère et organise les livres dans son étagère spéciale. Ouais, c'est clair ? Ok, et tu sais quoi, c'est même tellement clair que j'ai fait des micro-recherches pendant que tu parlais, et je pense que je suis capable de t'expliquer rapidement ce que c'est la mise en cache, et tu me dis surtout si je me trompe, ok ? Ok. Bon, déjà, de ce que j'ai vu, il y a différents types pour
la manière dont on va stocker la donnée. Déjà, ça va différer selon l'emplacement, là où est-ce qu'on va stocker la donnée, la vitesse à laquelle on va pouvoir accéder à la donnée et l'utilisation qu'on va vouloir en faire. Donc, si je regarde un premier type, c'est en mémoire. Là, du coup, on va aller stocker la donnée directement dans la RAM de l'appareil. Ce qui fait que ça va être très rapide, mais par contre, ça va être volatile. C'est-à-dire que quand je vais fermer l'application ou que je vais redémarrer mon téléphone, je vais tout perdre. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est directement dans la RAM de l'appareil. Et forcément, ça reste dépendant de l'OS. Donc là, si moi, je fais un petit rapprochement avec ce que je fais parfois, sur Android, par exemple, on pourrait dire que c'est une HMAP. J'alloue une place en mémoire avec des données que je stocke. Ensuite, on a la partie disque. Et là, cette fois, on ne va pas stocker les données dans la RAM, mais dans le stockage interne de l'application. C'est un peu plus lent à la récupération, on s'entend que ça reste minime, mais le stockage reste persistant. Donc, quand je vais refermer mon appareil ou mon application, ma donnée restera là. Par contre, le cache, il peut quand même être supprimé manuellement par mon utilisateur. Donc, mettre des données un peu critiques pour mon application, ce n'est pas une très bonne idée. Et si je reprends mon parallèle avec Android, ce serait d'utiliser les shared preferences ou les encrypted shared preferences. Ok. Et enfin, le dernier. Là, c'est celui, je pense que ça va m'intéresser. C'est la partie réseau. Donc cette fois, on va aller stocker les réponses des requêtes réseau dans le système de fichiers. Et on va, en fait, ça va être assez utile de ce que j'ai vu pour les API qui renvoient des données qui ne vont pas changer très fréquemment. Donc en gros, je vais faire un appel et je sais que la donnée que je reçois, c'est tout le temps la même. Elle ne risque pas de changer fréquemment. Ça va me permettre notamment, tu parlais de ce fameux mode hors ligne, et bien d'avoir une continuité de réception de ces données, même en mode hors ligne. Et donc là, si on devait illustrer, ce serait plutôt avec des libs genre requêt HTTP qui permettent d'ajouter du cache directement là-dessus. J'ai tout bon ? Ok, c'est plutôt pas mal, madame qui fait des recherches pendant que je lui explique des choses. Mais du coup, est-ce que tu as cherché pour le cache management ? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, ça aussi ? Non, là, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui me explique. Ok, je prends la main. Allez. Du coup, pour le cache management, on reprend, donc c'est pour la gestion du cache. Il y a différents types de stratégies. Typiquement, il y a les stratégies d'écriture et les stratégies de lecture. Si on commence par les stratégies d'écriture, donc il y a déjà la première stratégie, donc qui est la white true, excusez mon accent, où en fait on voit que c'est l'application qui va écrire au niveau du cache dans un premier temps, puis dans un second temps, et ce de manière synchrone, aller synchroniser la donnée avec notre base de données, distante, typiquement. Est-ce que ça te paraît, là c'est plutôt simple ? Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, assez clair. Mais okay. Du coup, tu as des avantages et des inconvénients à cette stratégie ? Oui, toutes les stratégies ont des avantages et des inconvénients. Okay. Typiquement, celle-ci, elle a comme avantage la cohérence des données. Comme on va synchroniser de manière synchrone directement entre le cache et notre base de données distante, on garde une cohérence des données. Et en plus, c'est hyper simple parce que ce n'est pas l'application qui s'en charge, mais notre cache. Quant aux inconvénients, il peut y avoir des impacts sur les performances, justement à cause de cette synchronisation directe. Et on peut avoir une latence un petit peu accrue si l'accès à notre base de données prend un petit peu de temps. OK. Ouais. Et du coup, il y a la white back, white behind, où là, pareil, il faut imaginer que l'application va écrire constamment, donc mettre des données constamment dans notre cache, et par contre, de temps à autre, elle va aller se synchroniser avec la base de données locale, avec la base de données distante. Donc, aller synchroniser les données, mais seulement de temps en temps. Donc, du coup, si je fais le parallèle avec ce qu'on a vu juste avant, la vraie différence entre les deux, c'est que write-through, c'est synchrone, alors que write-back, c'est asynchrone. C'est exactement ça. Quand l'une le fait systématiquement et de suite, l'autre la fait de temps en temps. Okay. Et du coup, on a comme avantage et inconvénient, pareil, on a de meilleures performances parce que d'abord, on stocke dans le cache et de temps à autre, dans la base de données distante. Et les mises à jour sont plutôt rapides puisqu'on va se baser d'abord sur le cache, même si en écrivant dans la base de données distante, ça peut prendre un petit peu de temps. Quant aux inconvénients, c'est l'inverse. On a une gestion un petit peu plus complexe
parce que ça nous oblige une logique supplémentaire en cas d'échec. Il faut vraiment prendre en compte le risque de perte de données. Si par exemple je vais synchroniser mes données toutes les heures et que j'ai une erreur de temps à autre également, il faut aussi que je gère ça pour garder cette cohérence de données à chaque fois. Ok. Et du coup, il y a encore une stratégie. Celle-là, elle est un petit peu plus complexe, mais ne l'est pas. En fait, il faut se dire que c'est l'application qui est au cœur du processus. C'est elle qui va écrire dans notre base de données distante, puis elle va chercher à lire la donnée depuis le cache, et si la donnée n'y est pas, elle va la récupérer depuis la base de données distante. Ok, alors je t'avoue qu'autant les 2 premières, c'était plutôt assez clair. Ouais. Là, il se passe beaucoup de choses quand même. Je peux comprendre. Si je fais le parallèle avec mon application, l'idée ce serait, admettons, je vais ajouter une image dans mon application. Donc l'utilisateur, il va ajouter l'image et il veut la récupérer après, plus tard dans l'appli. Ouais. La première fois, on va aller directement regarder dans le cache et on va dire « Ah, la donnée, elle n'y est pas, je vais la chercher sur mon bac. » Mais du coup, quand il va y revenir, comme on aura mis cette image-là en cache, il aura accès directement depuis... Enfin, il n'aura pas de latence, quoi. Il n'y aura pas besoin d'aller rechercher la donnée ailleurs, c'est ça ? C'est exactement ça. Okay. Et pareil, avec cette stratégie, on a des avantages et des inconvénients. Okay. Typiquement, le premier avantage, c'est qu'en fait, on a un cache vraiment sur demande. On ne met en cache que la donnée à laquelle on a accédé au moins une fois. Et du coup, notre base de données est toujours à jour, puisqu'on va directement y écrire. Quant aux inconvénients, on peut avoir une inconsistance avec ce cache, puisqu'il faut bien faire attention de l'invalider, donc d'invalider les données qui sont à l'intérieur pour garder cette cohérence de données. Et en plus, on peut avoir une certaine latence de lecture, puisqu'on va directement récupérer les informations depuis la base de données avant de mettre en cache. Donc il faut avoir ça en tête. Ouais. Ok, c'est plus clair. Super. Du coup, si c'est très clair pour toi, est-ce qu'on peut passer aux stratégies de lecture ? Alors, moi, il y a un petit truc qui m'a... Oui. Ouais. Tu as parlé d'inconsistance, validation. Ouais. Et bon, du coup, maintenant, tu commences à me connaître, hein, j'ai un peu cherché. Ouais, du coup, ouais, je me dis bien. J'ai vu qu'il y avait un truc qui parlait de stratégie d'éviction. De stratégie d'éviction. Donc, l'idée, c'est, tu m'as dit, on sait que, par exemple, l'étagère spéciale de la bibliothécaire, elle est à une taille limitée. Et donc, l'idée, avec cette invalidation, ça va être de dire, j'ai plus de place dans mon étagère, il faut que je fasse de la place. Donc là, c'est comment je vais pouvoir libérer mon cache une fois que je suis au stockage max. J'ai vu qu'une des stratégies les plus courantes, c'est ce qu'on appelle la pile FIFO. First in, first out. Donc le premier entré, le premier sorti. Donc là, si on regarde les petits carrés, mon carré violet, il veut rentrer dans la pile, sauf que la pile, elle est pleine. Et pas de chance, c'est le carré bleu qui est rentré en premier, donc c'est lui qui va se faire jeter en premier. Mais j'ai vu que finalement, il y avait plein d'autres types de stratégies qui ne veulent pas charger et qui vont dépendre d'autres facteurs, comme par exemple la fréquence d'utilisation. Bon, t'inquiète. C'est pas grave. Faites comme si vous voyez les jolis schémas, s'il vous plaît. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas, il y a quand même tout un tas de stratégies qui existent. Voilà, je ne les connais pas toutes, je te laisserai approfondir toi aussi. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, c'est vraiment très triste, il y avait un gif, mais on ne les voit pas. Il n'y a pas que l'éviction, parce qu'en fait, c'est bien de faire de la place, mais si jamais ma donnée, elle est là depuis 20 ans, peut-être qu'elle est plus très pertinente, elle est plus, très à jour. Fraîche. Exactement. Et donc c'est là où on parle d'expiration de cache. Et là aussi, on a des stratégies qui existent. Une des plus connues, c'est le time to live. Juste, on lui dit, tu as une durée de vie de temps.
et donc au bout de la durée de vie, ciao bye, tu sors du cache. Ça peut être aussi à heure fixe, de dire, j'en sais rien, une fois par heure, tu as parlé d'heure tout à l'heure, je vide mon cache, peu importe si ma donnée, elle vient d'arriver dans le cache, je vais l'invalider parce que c'est l'heure. Et un truc qui peut être intéressant, je pense aussi notamment à mon cas, mais les conditions métiers. Par exemple, j'ai une règle métier qui me dit, ouais, en fait, ta donnée, elle doit être rafraîchie selon tel critère. Et donc ça peut jouer sur l'expiration du cache. Ok. Voilà, maintenant tu peux passer stratégie de lecture. Du coup, je peux passer aux stratégies de lecture. Alors la première, c'est vraiment la plus connue et la plus utilisée, c'est la cache side. Alors pareil, on voit un très gros schéma, mais c'est ce qu'on fait instinctivement, surtout quand on doit mettre en place un mode hors ligne en tant que dev mobile. C'est d'abord, l'application va chercher dans le cache si elle a la donnée. Si elle n'en a pas, donc on parle de défaut de cache, si elle n'y est pas, elle va aller la récupérer dans notre base de données distante, puis mettre à jour le cache. Donc là, l'application est au cœur de la logique. Et du coup, dans les avantages et inconvénients, on a une grande flexibilité, puisque si c'est l'application qui s'en charge, on peut mettre des conditions métiers et décider quand est-ce qu'on la met à jour, quand est-ce qu'on la charge, etc. On réduit la latence, puisqu'on va directement aller récupérer en cache, et on peut invalider de manière hyper simple selon des règles métiers, pareil, parce que c'est l'application qui est au cœur de la stratégie. Quant aux inconvénients, si on a pas mal de défauts de cache, donc si souvent la donnée n'est pas dans notre cache, on peut avoir quelques ralentissements. On ne met pas à jour de manière proactive notre cache, donc ça peut être embêtant. Et quant à la cohérence des données, entre notre source de données et le cache, on peut avoir une petite incohérence. Donc pareil, c'est un tas d'avantages et d'inconvénients à prendre en compte. Quant à la read through, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'application, elle délègue. Là, elle se dit, le cache, il va faire toute sa tambouille. Moi, je vais juste me fier au cache. Et par contre, ce qui se passe derrière, ça veut dire quand il n'en a pas, il va récupérer en base de données distante, puis mettre à jour. C'est lui qui s'en charge. Il faut vraiment retenir ça dans la read through. Et pareil, dans les avantages et inconvénients, on peut automatiser, puisque c'est le cache qui s'en charge, donc la récupération de données, etc. C'est beaucoup plus simple pour l'appli, comme j'ai dit, elle délègue. Et quant aux inconvénients, là, on peut souvent avoir un cache qui est obsolète si ce n'est pas invalidé correctement. Donc les stratégies d'invalidation, on les a vues. Et en plus, on peut avoir un risque de surcharge. Si il se charge d'aller récupérer la donnée dès qu'il ne l'a pas, il faut prendre en compte ce cas-là également. Alors, ça va. Alors, c'est dommage, encore une fois, pour le GIF, mais je vais le décrire. Si vous le connaissez, c'était le GIF avec le gars en sueur, qui est pas bien, en fait. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais je... ouais, non, ça fait beaucoup, quand même. Là, j'avoue que ça fait plein d'informations. J'ai un peu peur de savoir quoi choisir, comment choisir. Ouais, ça fait énormément d'informations, mais si on fait un petit récap. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on a vu pas mal de stratégies. On a vu l'écriture avec la white true et la white behind. Rappelez-vous, il y en avait une qui était synchrone, une asynchrone. La troisième est un peu compliquée, mais ça dépend des cas. On a la lecture, donc la cache side, celle qu'on fait instinctivement. Celle qu'on fait instinctivement, notamment pour un mode hors ligne. Et puis la read through, qui est beaucoup plus simple, où là, l'application, elle délègue, elle ne fait pas le boulot, on se dit tranquille, le cache, il gère tout. Et on a vu l'éviction et l'expiration. Donc là, c'était vraiment pour avoir de la donnée fraîche d'un côté et pour faire de la place de l'autre. Au final, c'est simple, non? Si tu le dis. Bon, écoute, c'est très bien tout ça, mais moi, quand je vais voir Julien et que je vais lui dire « Ouais, j'ai choisi une stratégie », il va me regarder, il va me dire « Ok, mais comment je sais que c'est la bonne ?» Et je sais que tu as parlé de mesurer. J'avoue que moi, j'ai vraiment pas envie de passer pour une teuteux. Donc, je me suis dit, avec tout ce que tu m'as expliqué là, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir des indicateurs, de regarder un peu des indicateurs? Et je me suis dit, pourquoi pas des indicateurs de performance globale, parce que après tout, mon appli, elle fait quand même sa vie, cache ou pas cache. Voilà, il y a des choses qui vont se passer. Donc, dans les indicateurs que je connais à peu près, il y a la vitesse de chargement. Donc, c'est quand je vais lancer mon application, le temps que ça va prendre pour que l'appli s'ouvre. Ouais. C'est pas exactement la même chose que le temps de réponse ou la latence, qui est j'ai appuyé par exemple sur un bouton, je m'attends à avoir un retour, une donnée qui charge quoi, et c'est le temps que ça met pour s'afficher. Et là, c'est là où je pense que le cache
être assez utile. Il y a des tests de performance réseau, parce que bon, on sait bien que des fois, le réseau, c'est pas ça. Et après, il y a les tests de charge. Et donc ça, c'est... je sais pas si tu connais. Ouais, je vois pas la différence avec les tests. Il y a les tests de stress aussi. Ouais, en fait, les tests de charge, c'est on va simuler une charge qu'on attend, donc un trafic qu'on va attendre sur notre application, et voir comment l'appli réagit. Versus un test de stress, où là, c'est une surcharge, en fait. On ne s'attend pas à avoir cette charge-là, et c'est de voir dans ces conditions-là, comment l'appli va réagir. Et bon, tu me dis, c'est bien tout ça, mais quid du cache ? Et donc, il se trouve qu'il y a quand même des indicateurs qui existent, notamment le taux d'accès au cache et le taux de défaut de cache. Et donc, on en a pas mal parlé quand tu présentais les stratégies. Le taux d'accès au cache, comme son nom l'indique, on a pu accéder au cache. Donc, ça, plus c'est élevé, plus on est content en général. Et forcément, quand on a un taux d'accès au cache qui est élevé, le taux de défaut de cache, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la donnée accessible dans le cache, il va diminuer. Donc en général, on essaye de réduire ce taux de défaut de cache. Mais là, je crois qu'il faut faire attention et de ne pas se baser que sur ça pour se dire « Ah, ma stratégie est la bonne ». Parce qu'en fait, si j'arrive à accéder régulièrement à mon cache, en vrai, c'est cool. Mais si ça me prend 2 fois plus de temps de récupérer ma donnée cachée que ma donnée en distanciel, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt à ce que je mette du cache. Donc c'est pour ça que le taux de latence, il est important aussi à regarder. Et enfin, et là c'est, je crois, un maître mot sur toutes les stratégies que tu as mentionnées, c'est la partie de la cohérence du cache. Parce qu'en fait, pareil, c'est de savoir si ma donnée elle est à jour par rapport à ce que j'ai en distanciel. Parce qu'évidemment, si j'affiche très rapidement des informations qui n'ont rien à voir avec ce qui est la réalité, mon utilisateur il va pas être très content. Voilà. Ça, c'est sûr. Ils sont exigeants. Oui, mais du coup, pour faire toutes ces mesures-là, il y a des outils. Alors après, encore une fois, je t'ai dit, je suis clairement pas experte. Mais je sais qu'il y a plein d'outils. Et là, dans ceux qui sont un peu connus, on a JMeter, Gatling, BlazeMeter, c'est vraiment pour faire là du test de charge. Donc les tests de charge, tests de stress, tout ça. Il y en a qui sont payants, d'autres open source. Ouais. Ça peut aiguiller les choix. Il y a Android Profiler. Donc ça, c'est gratuit et accessible depuis Android Studio. Et moi, je l'aime bien. Ça, cette fois, ça va permettre de faire des métriques sur vraiment l'usage du téléphone en lui-même. Donc, on va avoir tout ce qui est autour du les CPU, la RAM, la consommation de la mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va nous permettre de faire vraiment l'observabilité assez poussée, comme par exemple des outils comme Datadog, Dynatrace, tout ça. Il y en a plein. Là aussi, c'est payant. Je t'avoue que moi, je suis venue te voir en parlant de cache, mais j'ai vraiment pas de thunes, donc je vais plutôt me tourner vers le profiler pour le moment. Ok, d'accord. Mais du coup, tu me parles d'indicateurs, d'outils, etc. À tous les coups, tu as fait un POC. Ouais. Bon, vraiment. Alors, je m'excuse platement si ceux-là, bon, très bien. Ceux-là, ils passent. C'est des gifs aussi. Pourquoi ça marche là, je ne sais pas. Bon. Dites oui. Alors, vous avez pu remarquer, c'est des potichas. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs speakers qui aiment bien les potichas. Moi aussi. Voilà. Vous avez dit qu'elle le disait. Du coup, j'ai fait une appli vraiment très très simple. C'est un truc tout mini. C'est une liste brute de potichas, donc qui ne change pas. Hein. C'est tout le temps la même donnée. Et un pauvre bouton refresh qui me permet de recharger toute ma liste. Là, l'idée, alors je sais que c'est assez minime, mais en fait, au lancement de l'application, on voit que ça prend le même temps de chargement parce que en fait, je vais faire l'appel au back. Et là, j'ai fait du cache réseau, donc ce dont j'ai parlé au tout début. Et au moment où je fais le refresh, c'est vraiment minime, mais c'est légèrement plus rapide. Bon. Dans le code, comment est-ce que ça se traduit ? Alors, c'est une ligne, celle qui est encadrée là. Mais
il y a un peu plus de choses autour parce que, évidemment, dans le contexte de mon application, j'utilise un framework d'injection de dépendance qui s'appelle Coin. Et donc, je vais déclarer mon client OK HTTP, qui est donc la lib que j'utilise pour faire mes appels. Et donc, j'ai de la tambouille au-dessus, là, des intercepteurs. Ça, c'est mon truc à moi. Mais la ligne qui nous intéresse, c'est celle-là, le cache. Et donc là, c'est, vous pouvez le voir, assez simple. Je déclare mon cache en donnant un répertoire cible, en l'occurrence là, cache-dir, et je lui donne une taille. Et là, tu vas me dire, Tessalène, ouais, mais tu nous as parlé des stratégies d'éviction, machin... Je parle pas comme ça. Un peu. Et donc, oui, effectivement, là, le fait d'avoir une taille max, ben, ça va faire que quand je vais atteindre cette taille-là, mon cache, il va se vider. Mais je pourrais très bien faire ce qu'on appelle du cache control, donc aller un cran plus loin, mais je vous ai dit, je suis un peu une noob, donc je n'ai pas fait tout ça. Mais je sais qu'on peut aller encore plus loin et dire vraiment quelle stratégie d'invalidation on veut faire, et tout ça grâce à ce cache control. Et du coup, je t'embête encore un peu avec le Android Profiler, je l'aime bien. Il fait plein de trucs. Ouais, je vois ça. Voilà. Et bon, clairement, je n'ai pas regardé partout, parce que ce serait beaucoup trop long et un peu chiant. Mais j'ai regardé 2 choses qui font des assez gros récaps, notamment le Capture System Activities. Et là, on se dit, c'est quoi ce truc? Il y a trop d'infos, je comprends rien. Mais c'est normal, en fait, c'est même presque voulu. Cette vue-là, elle permet d'avoir vraiment un ensemble d'informations sur tout ce que j'ai décrit, le cycle de vie des frames, l'usage des CPU, de la mémoire, des threads. On peut même faire du détail pour une thread donnée et savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très détaillé. Mais je crois qu'il y a une vue qui est encore plus intéressante par rapport à ce que j'ai montré avant. C'est le live telemetry. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je lance mon appli, je fais ma vie sur l'appli et l'enregistrement se lance et je vois en live ce qui se passe. Et donc, tu vois les petits points roses là, c'est à chaque fois que j'ai fait une interaction sur l'app, donc j'ai scrollé, refresh, voilà, que je me suis baladée. Et donc, on voit qu'il y a des petits pics à chaque fois. Là, sans cache, dans l'usage de ma mémoire, je vois que j'ai un plateau grosso modo à 160 MB. Là où, avec cache, en fait, c'est pas exactement pareil. Je vois que j'ai d'abord un pic à 64 MB et ensuite, je redescends pareil à un plateau, mais là, cette fois, vachement plus bas. Donc, ma conclusion très fraîche sur ces 2 comparaisons serait de dire que en fait, le cache m'a quand même permis globalement d'économiser de ce point de vue-là. Et sans une ligne de code. Une ligne de code. Ok, on aime. Mais du coup, si on faisait un petit récapitulatif, parce qu'on a vu beaucoup de choses, il faut retenir vraiment que le cache, avant tout, il faut penser à l'expérience utilisateur. Ça sert vraiment à améliorer l'expérience utilisateur pour la fluidifier, vraiment, puisqu'en soi, on fait des apps pour nos users, in fine, beaucoup de franglais. Et du coup, il y a différentes stratégies. C'est vrai qu'on en a vu pas mal, éviction, expiration, lecture, écriture, mais il y en a des plus communes. Donc, en vrai, vous pouvez partir sur les plus communes dans un premier temps, ou on va regarder du côté des librairies qui le font très bien pour nous. Et du coup, il faut aussi penser à la mise à jour de la donnée. Donc, on pense à l'invalidation avec l'éviction, l'expiration, pour avoir de la donnée toujours pertinente et pas de la donnée obsolète. Et bien sûr, comme Morgane nous l'a si bien montré, parce qu'elle travaille pendant que je parle, c'est mesurer pour vraiment tester que ce qu'on a fait a bien servi à quelque chose. À côté de ça, le cache, c'est pas un outil magique, en fait. Quand on parle de performance, c'est vrai que ça va nous aider, mais on peut avoir des petits quick wins comme ça, qu'on peut mettre en place hyper rapidement, même si la ligne de code, elle aide quand même. Mais on peut déjà penser à la pagination d'API, par exemple. Au lieu de récupérer toutes les données d'un seul bloc, on va les récupérer par petits morceaux. Ou encore, on peut penser à la compression d'image. Quand on parle d'image, on peut jouer sur la résolution. On peut penser au lazy loading. Donc ça, en général, on le fait assez systématiquement, instinctivement.
Donc on affiche la donnée que si elle est visible à l'utilisateur. On peut aussi penser, par exemple, pour l'application de Morgan, pour la liste, on aurait pu afficher des miniatures. Et si au clic, on va sur un détail, par exemple, ce qu'on a souvent, ben là, on aura une image optimisée, alors qu'on aura chargé d'abord les miniatures. Et puis, on n'en a pas forcément parlé, mais si on va stocker de la donnée plutôt sensible, il faut aussi penser à la sécurisation de cette donnée. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Et du coup, typiquement, moi, dans mon app, peut-être qu'avant de penser au cache, j'aurais pu faire genre les 3-4 points. Oh, ça va, tu l'as fait en une ligne. Bon. En tout cas, merci pour toutes ces explications. J'avoue que là, c'est quand même... Premier chiffre. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais effectivement, là, c'est pas simple. Hein. J'avoue que, quand même, il faut qu'on pense à beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. La vie de développeuse mobile n'est pas toujours facile. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tessalène. Merci à vous d'avoir enduré mes questions. Ouais, du coup, tu me laisses faire ma presse maintenant ou ça se passe comment ? Après, là, ça va être un petit peu short. Donc, je vous propose un petit jeu. Dans nos slides, c'est caché une petite mascotte, alors que nous, on connaît très bien. Mais est-ce que vous la connaissez, cette mascotte ? Est-ce que vous y avez fait gaffe, d'ailleurs, à cette mascotte ? Et du coup, s'il y en a qui étaient assez attentifs par rapport au slide et qui l'ont reconnu, ben, n'hésitez pas à venir nous donner son nom à la fin du talk. Et on en discute. Voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas, parce qu'on a aussi un gros QR code qui est l'open feedback. Et dans les notes, faites comme s'il y avait des superbes gifs avec des paillettes partout et tout. Mais désolé pour l'inconvénient en tout cas, et merci de nous avoir écoutés et d'être venus à ce talk. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, on va prendre des questions. Et merci beaucoup. C'était vraiment très, très bien. Alors ça va être un petit peu dans le sujet, hors sujet en même temps. Oula. Mais du coup, je suis aussi développeuse mobile. Et je me demandais justement à quel moment on peut se dire ah là, dans telle situation, on va plutôt utiliser le cache. Mais on entend aussi parler beaucoup de offline first et de local first aussi. Et à quel moment on va se dire ah bah là non, on va plutôt être sur une solution de local first. Tu veux répondre Je sais pas. Bon. Alors, c'est vrai que en tant que dev mobile, on nous demande souvent de l'offline first. Donc, on va se demander, typiquement, ça dépendra de ton cas d'usage. Par exemple, là, on a fait une appli avec un tas d'images. Donc là, ça semble assez logique par rapport, en tout cas, à l'utilisation qu'elle en fait avec ces petits chats-là, qu'on va plutôt optimiser nos appels pour récupérer les images. Parce que là, ça va consommer pas mal de bandes passantes, etc. Par exemple, si dans l'application, ton moteur offline, tu n'as pas d'utilité d'afficher une autre page qui, elle, fait aussi des appels réseau, ben, c'est à toi de faire en sorte de bien segmenter la donnée que tu veux stocker localement et de manière pertinente, comme on l'a dit. Seulement les données accessibles fréquemment, qui sont aussi utiles pour ton mode hors ligne. Et je ne sais pas, je crois que je me perds un petit peu dans mes explications. Mais ouais, en gros, c'est... Après, en général, on a souvent des cas d'usage hyper spécifiques dans le mode offline. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple quand on me demande en mode offline. Par exemple, Netflix, quand tu es en mode offline, c'est limite une toute autre application où on n'a que la liste des téléchargements, tu sais, de tes séries téléchargées. Enfin, bref, je sais pas, moi je suis très Netflix, désolée. Et du coup, tu as limite une toute autre application quand tu es en mode hors ligne. Donc ça peut vraiment varier en fonction des cas d'usage. Mais dans un cadre général, c'est vraiment la donnée accessible fréquemment et utile. Ouais, en fait, ce que j'allais ajouter, c'est, je pense que ça va dépendre de ton besoin. Et comme on l'a vu, on ne va pas forcément mettre en cache tout. Enfin, il y a quand même une réflexion sur la pertinence de la donnée que tu vas vouloir mettre en cache. Et je pense qu'il y a aussi, c'est une philosophie, en fait, le offline first. Comme l'a dit Tessalène avec l'exemple de Netflix, c'est tu ne vas pas penser l'application pareil que si tu sais que tu as accès au réseau partout. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on a côté mobile, parce que on part du principe que si on est sur un desktop, en général, on a le Wi-Fi, on a Ethernet à côté, quoi. Enfin, voilà.
C'est une grosse contrainte mobile, donc c'est pour ça qu'on s'y est intéressé aussi. Et voilà, mais c'est une discussion avec le métier, beaucoup de discussions avec le métier. Et puis après, nous, la mise en place technique, on s'en charge, mais déjà, quelles données, c'est une grosse discussion avec le métier, en fonction du besoin. Ok, merci beaucoup, et c'était une super présentation. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? N'hésitez pas à aller rencontrer Morgane Tessalen après pour discuter avec elle si vous êtes un peu trop timide. Et juste par curiosité, combien parmi vous sont développeurs ou développeuses mobiles? Ah oui. On est bien représentés. Et combien parmi vous faites du React Native? Je voulais dire qu'avec toi. Raté. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup.